Je m'appelle Bradley, j'ai 32 ans. Dimanche dernier, après 8 années brutales à sacrifier le moindre luxe pour pouvoir m'offrir la maison de mes rêves, mon propre frère, un bon à rien, a annoncé à toute notre famille qu'il emménageait chez moi. Alors que j'étais assis là, complètement épuisé par des semaines de 80 heures de travail dans le secteur impitoyable de l'immobilier juste pour garder la tête hors de l'eau, mes parents m'ont regardé et ont dit, la famille reste soudée dans les moments difficiles, Bradley. Donc, ton frère prend ta chambre d'amis. Ils ont levé leur coupe de champagne, souriant comme s'ils venaient de résoudre la faim dans le monde. Ils ignoraient complètement le fait que j'étais le propriétaire de ce bien, que je payais l'hypothèque et que je n'avais jamais été consulté d'aucune façon pour cet arrangement. Ils ont ri et plaisanté sur le fait que je n'étais de toute façon jamais à la maison, m'humiliant totalement devant les membres de ma famille élargie réunis pour l'occasion. Mais il y a un secret monumental qu'ils ne savaient pas. Pendant qu'ils s'affairaient à comploter dans mon dos pour transformer mon refuge si durement acquis en hôtel gratuit pour leur enfant chéri, j'avais déjà rencontré un avocat. Signé une pile de documents juridiquement contraignants et vendu discrètement l'intégralité de la propriété à un jeune couple. Et en ce moment même, ce sont eux qui me supplient d'annuler un contrat finalisé, terrifié par la réalité, mon frère est sur le point de se retrouver à la rue. Avant que je ne vous raconte exactement comment s'est déroulé ce dîner de famille explosif, cliquez sur le bouton « J'aime » si vous pensez que personne n'a le droit de voler votre tranquillité, surtout pas votre propre famille. Et s'il vous plaît, dites-moi depuis quel endroit vous me regardez dans les commentaires ci-dessous. À présent, revenons là où ce cauchemar a véritablement commencé. La salle à manger sentait l'ail, la purée de pommes de terre, le romarin rôti et le rôti de bœuf braisé que ma mère ne préparait que pour les grandes occasions. C'était un dîner du dimanche classique chez mes parents, dans la banlieue de Chicago. Le genre de rassemblement qui semblait d'ordinaire prévisible et banal. Mais ce soir-là, l'air était lourd d'un enthousiasme étrange et forcé qui me hérissait les poils de la nuque. Ma mère, Brenda, avait sorti la belle vaisselle en porcelaine, celle avec de délicats liserés dorés qui ne voyaient généralement la lumière du jour que pour Thanksgiving ou les grandes fêtes. Mon père, Richard, avait mis au frais une bouteille de champagne millésimée coûteux dans un seau en argent posé sur le buffet en acajou. Pendant une seconde, aussi brève que stupide, lorsque j'ai franchi la porte d'entrée en enlevant mon manteau et en sentant l'odeur riche du rôti, j'ai cru qu'il célébrait ma récente promotion au sein de mon agence immobilière. Je venais de conclure une énorme transaction commerciale et je pensais que, peut-être, ce dîner était pour moi. J'aurais dû me douter du contraire. Dans ma famille, les célébrations ne tournaient jamais autour de mes réussites. Mes victoires étaient toujours accueillies par un hochement de tête poli et un changement rapide de sujet. Les grands gestes et le champagne onéreux étaient exclusivement réservés à mon jeune frère, Nolan. Nolan est arrivé avec 25 minutes de retard, sans la moindre excuse. Au lieu de son habituel t-shirt à imprimer délavé et de son jean déchiré, il portait une chemise boutonnée bien repassée rentrée dans un pantalon chino, les cheveux soigneusement coiffés. Il tenait une bouteille de vin bon marché enveloppée dans un sachet en aluminium comme s'il s'agissait d'une offrande royale. Il ne s'est pas excusé de nous avoir fait attendre. Il a simplement jeté ses clés sur la console de l'entrée et s'est assis à la place d'honneur en bout de table, une place d'ordinaire réservée à mon père. Mon père n'a pas protesté. Au contraire, il rayonnait littéralement en regardant Nolan, lui tapotant l'épaule pendant que nous nous servions, nous passant les grands saladiers en céramique de haricots verts et de pommes de terre. La conversation semblait terriblement scénarisée. C'était comme regarder une mauvaise pièce de théâtre où tout le monde connaissait ses répliques, sauf moi. Ma mère ne cessait de faire des remarques insistantes et intrusives sur ma situation de logement. Elle mâchait lentement, me fixant avec de grands yeux innocents, et expliquait qu'une grande et belle maison comme la mienne devait être terriblement solitaire pour un célibataire. Elle insistait lourdement sur les mots « espace supplémentaire » et « pièces inutilisées ». À chaque fois, mon père intervenait pile au bon moment, se lançant dans de grands discours moralisateurs sur la situation économique actuelle. Il débitait des généralités pompeuses sur le fait que la famille doit être un filet de sécurité, que le monde est un endroit impitoyable et que les liens du sang sont plus forts que tout. J'étais assis là, coupant mon rôti en carré parfait, mâchant lentement tout en observant les regards entendus et complices qu'ils s'échangeaient tous les trois. Je savais que quelque chose se préparait. Je sentais le piège se refermer sur moi. La tension dans mon ventre était plus serrée qu'un ressort, mais rien n'aurait pu me préparer à l'effronterie de ce qui s'est produit ensuite. Nolan s'est levé, s'est raclé la gorge bruyamment pour capter l'attention de toute la pièce et a saisi la bouteille fraîche. Le bouchon a sauté dans un bruit festif qui a résonné contre les murs de la salle à manger.
Il a versé le liquide pétillant dans 4 flûtes en cristal, m'en a tendu une avec un sourire narquois et a levé son verre bien haut. Il a pris un air solennel et incroyablement faux, jouant le rôle de l'humble victime. Il a annoncé à l'Assemblée que son propriétaire se montrait totalement déraisonnable, inventant des plaintes pour tapage nocturne et le jetant injustement hors de son appartement. Puis son visage s'est fendu d'un immense sourire suffisant. Le masque de la victime s'est volatilisé, remplacé par l'arrogance prétentieuse que je lui connaissais depuis toujours. Mais à quelque chose malheur est bon, a dit Nolan, ses yeux ancrés dans les miens de l'autre côté de la table. Maman, papa et moi avons discuté toute la semaine dernière. Nous avons examiné toutes les options et nous avons trouvé la solution parfaite, idéale pour tout le monde. Samedi prochain, j'emménage chez toi, Bradley. Juste le temps de me remettre sur pied, bien sûr. Maman a dit que ton bureau à la maison bénéficiait d'une excellente lumière naturelle, donc je vais prendre cette pièce. Le silence dans la pièce est devenu absolu, lourd et étouffant. Mes parents ont tourné la tête vers moi en même temps. Leur visage s'étirait en d'immenses sourires expectatifs. Ils attendaient que je me lève d'un bond, que je lève mon verre et que j'accueille chaleureusement mon frère profiteur dans mon sanctuaire. Nolan avait l'air si incroyablement suffisant, sirotant lentement son champagne, installant déjà mentalement ses consoles de jeux vidéo et ses amplificateurs de guitare dans mon bureau immaculé. Ils avaient tenu une réunion de famille secrète dans mon dos. Ils avaient discuté de ma propriété, négocié mon espace de vie et décidé du sort de ma maison sans jamais me poser la moindre question. Et maintenant, ils me présentaient cela non pas comme une demande, mais comme une obligation familiale incontournable, instrumentalisant la culpabilité et le devoir autour d'une assiette de rôti de bœuf. J'ai regardé ma mère, dont le sourire commençait à se figer. J'ai regardé mon père, qui se penchait en avant, prêt à couper court à tout argument de ma part. Et j'ai regardé ce frère qui n'avait jamais travaillé un seul jour de ses 29 ans et qui s'estimait pleinement en droit de récolter les fruits de mon travail acharné. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes, m'envoyant une décharge d'adrénaline, mais mes mains, posées sur la nappe en lin blanc, étaient parfaitement stables. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas renversé la table. Je ne leur ai pas donné la satisfaction d'un débordement émotionnel. J'ai simplement glissé ma main dans la sacoche en cuir lourd posée à côté de ma chaise. J'ai ouvert la fermeture éclair du compartiment principal, en ai sorti une grande enveloppe Kraft épaisse et l'ai posée sur la table, juste à côté du verre de champagne de Nolan. Je l'ai regardé droit dans les yeux, ma voix totalement dénuée d'émotion, et j'ai prononcé les mots qui ont brisé toute sa réalité en 1000 morceaux. Mais pour comprendre la dévastation absolue sur leur visage à ce moment-là, et pourquoi j'étais prêt à abandonner complètement cette maison que j'aimais plus que tout au monde simplement pour échapper à leur emprise étouffante. Vous devez savoir exactement ce qu'il m'en a coûté pour acheter cette propriété au départ. Vous devez comprendre l'enfer absolu que j'ai traversé, économisant chaque centime alors que Nolan recevait le monde sur un plateau d'argent. Je pensais que le pire était passé quand j'avais enfin récupéré les clés de ma maison. Je me trompais lourdement. En grandissant dans notre maison de banlieue de classe moyenne, les règles étaient d'une simplicité flagrante, bien que profondément injuste. Si je voulais quelque chose, je devais saigner pour l'obtenir. Si Nolan voulait quelque chose, il lui suffisait de se plaindre assez fort pour que mes parents cèdent afin d'acheter son silence. Mes parents ont toujours prétendu qu'ils nous traitaient en fonction de nos besoins individuels. J'étais le débrouillard, le fort, celui qui n'avait pas besoin qu'on lui tienne la main ou qu'on le rassure en permanence. Nolan, quant à lui, était l'âme sensible. Il était fragile. Il avait besoin d'un soutien supplémentaire, de temps supplémentaire, et surtout, d'argent supplémentaire. Ce soutien sélectif est apparu de façon douloureuse l'été avant mon départ pour l'université. Je me rappelle m'être assis à la table de la cuisine, sous la lumière blafarde du néon qui grésillait au-dessus de nous. Mon père s'est installé en face de moi avec un bloc-notes jaune et une calculatrice bon marché. Il ne m'a pas regardé avec fierté. Il m'a regardé comme un comptable examine une dette. Il m'a expliqué d'un ton clinique et détaché le fonctionnement des prêts étudiants. Il m'a annoncé qu'un fonds d'études universitaires était un luxe qu'il ne pouvait tout simplement pas s'offrir. En dépit du fait que nous vivions dans une maison de 4 chambres et conduisions des voitures neuves, il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit que forger mon propre caractère à travers le travail et les difficultés financières était le plus bel héritage qu'un père pouvait laisser à son fils. J'ai ravalé ma déception et j'ai pris cette dure leçon à cœur. Pendant 4 ans, j'ai vécu dans un état d'épuisement permanent. J'ai contracté des prêts énormes qui m'empêchaient de dormir la nuit,
terrifié par les intérêts qui s'accumulaient. Je faisais les gardes de nuit dans un dîner ouvert 24 heures sur 24, sentant l'huile de friture froide et le café bas de gamme durant mes cours de macroéconomie de 8 heures du matin. J'ai retourné des steaks, récuré des toilettes industrielles et fini par gérer un complexe d'appartements hors campus simplement pour obtenir une petite réduction sur mon loyer. J'ai obtenu mon diplôme de commerce avec une montagne de dettes étouffantes et une indépendance féroce et inébranlable qui m'isolait de mes camarades occupés à profiter de leur jeunesse. 2 ans plus tard, Nolan a décidé qu'il voulait aller dans la même université. Soudain, par un miracle absolu, mes parents ont trouvé l'argent. Ils ont puisé dans leur épargne retraite, ont complètement oublié leur théorie sur la formation du caractère et ont payé l'intégralité des études de Nolan. Il n'a pas eu à remplir la moindre demande de prêt. Il n'a pas eu à travailler une seule heure. Alors que je servais des pommes de terre sautées à des étudiants ivres à 3 heures du matin, Nolan passait son temps à intégrer une fraternité, à faire des fêtes d'avant-match somptueuses et à dilapider son généreux argent de poche hebdomadaire en billets de concert et en alcool hors de prix. 3 semestres plus tard, l'inévitable s'est produit. Il s'est fait renvoyer. Sa moyenne générale était si basse qu'il était statistiquement presque impossible d'atteindre un tel niveau d'échec à moins de rater volontairement ses examens. J'ai attendu les retombées. J'ai attendu que mon père sorte le bloc-notes jaune et la calculatrice. J'ai attendu le sermon sévère sur la responsabilité. Rien n'est venu. Mes parents lui ont-ils coupé les vivres? Absolument pas. Ma mère a pleuré à la table de la cuisine, s'essuyant les yeux avec un mouchoir, affirmant que le système universitaire était trop rigide, trop exigeant pour un esprit créatif et libre comme celui de Nolan. Au lieu de l'obliger à trouver un travail, ils ont payé pour qu'il s'inscrive dans un établissement d'enseignement local, qu'il a également abandonné au bout d'1 an parce que le trajet du matin était trop stressant. Au cours de la décennie suivante, Nolan a enchaîné les petits boulots comme une bille de flipper. Il s'est fait licencier d'une concession automobile de luxe pour avoir emprunté la voiture de sport d'un client sans autorisation afin d'impressionner une fille lors d'un rendez-vous. Il a démissionné d'un poste prometteur dans une start-up technologique parce que le directeur avait eu l'audace de lui demander d'arriver à 9 heures du matin. Chaque échec, chaque pont qu'il brûlait était suivi d'un sauvetage financier de mes parents. Ils ont payé son loyer pendant des mois lorsqu'il était à court d'argent. Ils lui ont acheté une berline d'occasion récente et fiable lorsque sa vieille voiture est tombée en panne, sous prétexte qu'il avait besoin d'un moyen de transport sûr pour se rendre à des entretiens d'embauche auxquels il ne s'est jamais présenté. Ils ont même remboursé ses dettes de cartes de crédit écrasantes à 2 reprises, qualifiant cela d'avance sur héritage pour justifier l'absurdité de leur complaisance. Pendant ce temps, je me faisais une place dans le monde féroce et impitoyable de l'immobilier à Chicago. L'immobilier n'est pas un métier pour les âmes sensibles. C'est un bain de sang basé uniquement sur les commissions où l'on ne survit que par ses propres ventes, et si l'on ne signe rien, on ne paie pas son loyer. J'ai commencé tout en bas de l'échelle, comme assistant, à aller chercher des cafés, organiser les prospectus des visites libres et subir les remontrances des agents immobiliers vedettes. Je travaillais 7 jours sur 7. Je me privais de vacances. J'ai manqué des dîners de Thanksgiving avec des amis parce que j'étais occupé à faire visiter des propriétés à des acheteurs venus d'autres villes, qui finissaient par acheter par le biais d'un autre agent. Chaque chèque de commission que je gagnais était méticuleusement réparti dans des catégories strictes, servant à rembourser agressivement mes dettes étudiantes, à payer mes dépenses de subsistance de base et à alimenter le Saint Graal, mon fonds d'achat pour ma maison. Quand j'ai enfin eu 30 ans, après des années d'économies acharnées et éprouvantes, j'avais accumulé de quoi verser un solide apport. Le marché de l'époque était extrêmement compétitif. Les biens immobiliers partaient en quelques jours, les offres d'achat comptant l'emportant souvent sur les financements classiques. Mais je connaissais le marché mieux que quiconque. J'épluchais les annonces à minuit et j'ai fini par trouver la perle rare, une superbe maison de style craftsman centenaire, située dans un quartier résidentiel calme et très recherché. Elle possédait des parquets d'origine rutilant, une magnifique véranda parfaite pour les soirées d'été, et un chêne massif centenaire trônant dans le jardin de devant. Elle se situait à la limite absolue de mon budget autorisé, poussant mon taux d'endettement au maximum. Mais elle était parfaite. Le jour où j'ai signé l'acte de vente et que l'agent m'a remis les lourdes clés en laiton, je me suis assis dans ma voiture, garée dans l'allée, et j'ai pleuré. J'ai serré le volant jusqu'à en avoir les doigts blancs, les larmes coulant sur mes joues. Je n'ai pas honte de l'admettre. Ces larmes contenaient chaque fête manquée, chaque garde de nuit épuisante, chaque moment de panique pure face à mes finances quand je devais choisir entre faire les courses et payer une facture d'électricité. Cette maison était mon trophée.
C'était la preuve matérielle et incontestable que mon parcours difficile, ma lutte solitaire, en avait valu la peine. J'ai organisé une crémaillère un mois plus tard, espérant enfin partager ma victoire. Mes parents sont venus, franchissant la porte d'entrée pour me donner une petite carte cadeau de $50 pour un magasin de bricolage local. Mon père s'est installé sur la terrasse arrière, faisant griller des hamburgers tout en racontant fièrement à mes nouveaux voisins la réussite de son fils dans l'immobilier. Pendant quelques heures, tenant une bière fraîche et contemplant ma pelouse bien entretenue, je me suis senti reconnu. J'ai eu l'impression qu'il me respectait enfin en tant qu'homme. C'est alors que Nolan est arrivé. Il avait 3 heures de retard. Il n'a pas apporté de cadeau, pas même une bouteille de vin bon marché. Il a passé la porte, laissant des traces de boue de ses bottes sur mon parquet fraîchement astiqué, et s'est immédiatement plaint à voix haute des embouteillages sur l'autoroute. Il a bu mon whisky haut de gamme sans me demander l'autorisation, a accaparé mes collègues de travail pour se plaindre de sa dernière ex-petite amie, et a fini par m'isoler dans la cuisine. Il a jeté un regard jaloux sur mon intérieur propre et joliment décoré. « Sympa chez toi, Bradley », a-t-il dit d'un ton condescendant. « C'est un peu trop grand pour un célibataire, quand même. » Dis, mon appartement est minuscule et mon propriétaire est un crétin. Je vais organiser ma fête d'anniversaire ici le mois prochain. Tu pourras enlever tous tes meubles du salon pour faire de la place pour un DJ et une piste de danse. Je l'ai dévisagé, totalement abasourdi par un tel aplomb. Je lui ai opposé un refus catégorique. Je lui ai expliqué, d'une voix basse et ferme, que je respectais mes voisins, que nous étions dans un quartier familial et calme, et que ma maison n'était pas une colocation étudiante qu'il pouvait saccager. Nolan a piqué une énorme crise de colère dans ma cuisine. Il m'a traité de snob prétentieux, m'a accusé d'oublier d'où je venais, a franchi la porte d'entrée en la claquant si fort que les vitres ont tremblé. Il a passé les 2 semaines suivantes à m'envoyer des SMS agressifs et décousus, m'expliquant que le fait de gagner un peu d'argent avait gâché ma personnalité. Mes parents m'ont appelé sans cesse, avec insistance, me suppliant de le laisser faire sa fête pour préserver la paix, me disant que je me montrais trop rigide et que je ne me comportais pas en frère. Je suis resté ferme. J'ai refusé qu'il manque de respect à ma maison. C'était la première véritable limite que je fixais à ma famille, et cela les a profondément révoltés. Pendant les 2 années qui ont suivi, j'ai vécu dans une paix relative. J'ai repeint les murs, aménagé le jardin et construit une vie calme et stable que j'adorais. Je pensais avoir enfin échappé à la force d'attraction du dysfonctionnement toxique de ma famille. Je pensais que le plus dur était derrière moi. Mais la propriété est une couronne lourde et exigeante. Et ma maison adorée s'apprêtait à révéler sa fragilité, déclenchant une réaction en chaîne qui allait me contraindre à prendre la décision la plus difficile et la plus douloureuse de toute ma vie. L'illusion de ma vie parfaite et stable a commencé à voler en éclats un mardi matin pluvieux. Je me suis réveillé tôt, impatient de travailler sur de nouvelles annonces immobilières, je suis entré dans ma cuisine pour préparer du café et j'ai posé le pied nu directement dans une flaque d'eau glacée qui recouvrait la moitié du sol. Une panique totale m'a transpercé la poitrine. J'ai attrapé toutes les serviettes que je possédais, les jetant frénétiquement sur le parquet pour éponger les dégâts tout en appelant le numéro d'urgence d'un plombier. Hank, un plombier grisonnant qui exerçait depuis 40 ans et avait tout vu, est arrivé 1 heure plus tard. Il s'est déplacé lentement, découpant un trou béant dans ma cloison sèche fraîchement peinte sous l'évier. Il a braqué sa lampe de poche dans la cavité sombre et humide, est resté silencieux un long moment, puis a poussé un long soupir lourd et rauque. Si vous possédez une maison, vous connaissez ce soupir. C'est le pire son qu'un propriétaire puisse entendre. Hank s'est redressé, essuyant ses mains sales sur un chiffon taché de graisse, le visage fermé. Il m'a expliqué que la conduite d'eau principale, vieille de plusieurs décennies et faite de tubes en acier galvanisé obsolètes, était totalement corrodée de l'intérieur. La fuite sous l'évier de la cuisine n'était pas un simple raccord desserré. C'était le symptôme d'une défaillance générale catastrophique. Je dois être tout à fait honnête avec toi, Bradley, a dit Hank d'une voix grave. Réparer ce tuyau précis est une perte de temps et d'argent. Il va éclater ailleurs la semaine prochaine. Tu as besoin d'une rénovation complète de toute la tuyauterie de la maison. Et nous devons casser la dalle de béton du sous-sol pour atteindre la conduite principale reliée à la ville. Tu en as pour au moins $7 000. Et cela ne comprend pas la remise en état des cloisons et du sol. $7 000. Ce chiffre résonnait dans ma tête, terrifiant. 2 mois auparavant, le vieux système de climatisation avait rendu l'âme en pleine canicule,
me coûtant 4000 $ à remplacer. Avant cela, c'était une mise aux normes électriques exigée par la municipalité. Mon fonds d'urgence, qu'il m'avait fallu des années à constituer en sautant des déjeuners et en me privant de vacances, était complètement vidé. J'ai ouvert mon application bancaire pendant que Hank rangeait ses outils. J'avais exactement 1242 $ sur mon compte courant. La seule option pour garder ma maison habitable était de régler cette énorme réparation avec une carte de crédit à taux d'intérêt élevé. Un piège financier dangereux dans lequel je m'étais juré de ne jamais tomber. Pour aggraver le cauchemar, la tension au sein de mon agence immobilière atteignait son paroxysme. Je représentais alors Victor, un PDG de la tech extrêmement riche et exigeant qui cherchait à acheter une immense propriété commerciale pour le nouveau siège de son entreprise. La commission sur cette seule affaire était astronomique. Elle effacerait instantanément mes dettes croissantes et consoliderait ma position au sein du cabinet. Mais Victor était un client infernal. Il exigeait des visites privées à 6 heures du matin, modifiait ses critères architecturaux tous les jours et menaçait régulièrement de retirer son dossier pour aller voir une agence concurrente si je ne me pliais pas à ses moindres caprices. Mon directeur d'agence m'a convoqué dans son bureau vitré pour me faire comprendre les choses clairement. Si je perdais le dossier de Victor, mon avenir au sein de la structure était gravement menacé. Je travaillais sans relâche, dormant à peine 4 heures par nuit, consommant de la caféine en quantité industrielle et m'efforçant de garder un sourire professionnel et confiant alors que ma vie financière personnelle s'effondrait en coulisses. J'avais besoin de conseils objectifs et réalistes. J'ai organisé un rendez-vous en fin de soirée avec Carmen, une amie proche de mes années d'université devenue une brillante conseillère financière. Nous nous sommes assis à une table tranquille dans un coin sombre d'un café du centre-ville. Mes tableaux financiers méticuleusement organisés étaient étalés devant elle. Carmen a examiné les chiffres en silence pendant 10 minutes, son visage se fermant de page en page. Elle a sorti un stylo rouge et a surligné les mensualités d'emprunt élevés, les taxes foncières en hausse, l'assurance habitation exorbitante et la récente avalanche de factures de réparation. Bradley, je t'aime et je sais exactement à quel point cette maison représente ta fierté, a dit doucement Carmen en rebouchant son stylo. Mais les mathématiques ne se soucient pas de tes sentiments. Les chiffres ne mentent pas. Tu es étranglé par cette maison. L'entretien d'une bâtisse centenaire te ruine petit à petit. Tu en es réduit à payer tes dépenses courantes comme les courses et l'essence avec des cartes de crédit juste pour pouvoir payer ton crédit immobilier. Si tu ne changes pas radicalement de cap dès maintenant, tu cours droit à la faillite ou, pire, à une saisie immobilière qui détruira ton dossier de crédit pour 10 ans. Je me suis senti physiquement mal. Le café s'est transformé en acide dans mon estomac. L'idée de perdre ma maison, de planter un panneau, à vendre, dans le jardin, me semblait être un échec cuisant et humiliant. Cela signifiait que Nolan avait raison de dire que je jouais dans une catégorie qui n'était pas la mienne. Cela signifiait que toutes ces années d'économie et ces gardes épuisantes au restaurant n'avaient servi à rien. Qu'est-ce que je fais, Carmen, ai-je demandé d'une voix tremblante, à peine plus haute qu'un murmure. Je me suis tellement battu pour ça. Tu vends, a dit fermement Carmen en se penchant vers moi. Le marché de l'immobilier est extrêmement dynamique en ce moment. Les biens disponibles sont très rares. Les prix dans ton quartier ont augmenté de 20% depuis que tu as acheté. Si tu la mets en vente dès maintenant, tu peux rembourser ton prêt, effacer la moindre dette de carte de crédit et repartir avec une somme importante de liquidité. Ce n'est pas un échec, Bradley. C'est un recul stratégique et intelligent. Ne laisse pas ton ego et ta fierté t'entraîner dans la ruine financière. Limite les dégâts et assure ton avenir. J'ai passé les 3 jours suivants dans un état d'incertitude et de tourment absolu. Je parcourais ma maison vide et silencieuse la nuit, passant mes doigts sur les étagères sur mesure que j'aimais tant, écoutant la pluie frapper le toit. Mais l'angoisse m'étouffait. Chaque fois qu'un parquet craquait, je me demandais combien cela coûterait à réparer. Chaque fois que j'ouvrais un robinet, je priais pour que les tuyaux tiennent bon. Finalement, le pragmatisme froid et rigoureux qui m'avait permis de m'en sortir toutes ces années a repris le dessus. J'ai réalisé avec une douloureuse clarté qu'une maison n'est faite que de bois, de verre et de briques. La véritable sécurité réside dans l'absence de dette et un compte d'épargne bien rempli. J'ai appelé une collègue de confiance au sein de mon agence et je lui ai demandé de mettre discrètement ma maison sur le marché en vente privée. Cela signifiait que le bien n'apparaîtrait pas sur les sites grand public, évitant ainsi les commérages du quartier, mais qu'elle pourrait la faire visiter exclusivement à des acheteurs très motivés et disposant d'un financement solide. Pendant que je gérais en silence ma survie financière,
ma famille faisait face à une crise qu'elle s'était elle-même infligée. Nolan avait fini par pousser la patience de son propriétaire à bout. Après 6 mois de retard systématique de loyer, de nombreuses interventions de la police pour tapage nocturne lors de ses fêtes en semaine, et un mépris flagrant des règles de l'immeuble, il avait reçu un avis d'expulsion en bonne et due forme. Il avait 30 ans, se retrouvait à nouveau sans emploi après avoir démissionné d'un poste de marketing prometteur parce que son responsable avait osé lui demander un rapport d'avancement, et il risquait de se retrouver à la rue. J'ai appris la nouvelle par ma mère. Elle m'a appelé un jeudi soir, pleurant à chaudes larmes au téléphone, répétant à quel point le monde était injuste envers son plus jeune fils. Elle disait que le marché du logement était truqué, que les propriétaires étaient des monstres et que Nolan traversait simplement une mauvaise passe. Puis elle a prononcé une phrase à laquelle je n'ai pas prêté attention sur le moment, étant épuisé, mais qui allait me hanter plus tard. Nous devons vraiment nous soutenir les uns les autres en ce moment, Bradley, a-t-elle dit en reniflant bruyamment. La famille est tout ce que nous avons dans ce monde cruel. Nous devons tous faire des sacrifices pour protéger les nôtres. Tu comprends ça, n'est-ce pas? J'ai acquiescé machinalement, fixant l'écran de mon ordinateur, pensant qu'elle cherchait simplement un soutien moral ou s'apprêtait à me demander un petit prêt. J'étais tellement absorbé par les détails logistiques de ma propre vente immobilière et accablé par la tristesse de perdre ma maison que je n'ai pas vu le piège qui se mettait en place sous mes pieds. Je n'ai pas réalisé que pendant que je me battais pour sauver mon avenir financier, ma propre famille m'avait désigné comme le bouc émissaire idéal pour résoudre le problème que Nolan s'était lui-même créé. La trahison se préparait, orchestrée non pas par des inconnus, mais par les personnes qui étaient censées me protéger. La stratégie de la vente privée a fonctionné plus vite et plus efficacement que je n'aurais osé l'imaginer. 2 jours seulement après avoir pris la décision de vendre mon bien, ma collègue m'a appelé. Elle a fait visiter la maison à Oliver et Fiona Harding, un jeune couple de professionnels disposant de 2 revenus, qui venaient de perdre une bataille d'offres d'achat sur une maison similaire 2 rues plus loin. J'avais quitté les lieux pour leur laisser faire la visite tranquillement. Ma collègue m'a raconté plus tard que leurs yeux s'étaient illuminés dès qu'ils avaient franchi la porte d'entrée, séduits par les boiseries d'origine et le grand chêne dans le jardin de devant. Fiona était enceinte de 6 mois et ils cherchaient désespérément une belle maison sur avant l'arrivée du bébé. À 20h le soir même, mon téléphone a sonné. Ma collègue semblait hors d'haleine. Les Harding offraient 10% de plus que mon prix de départ déjà ambitieux. C'était une offre d'achat au comptant, sans clause d'inspection ni d'évaluation. La seule condition était que leur bail actuel touchait à sa fin et qu'ils devaient conclure la transaction en 30 jours exactement. Cependant, connaissant ma situation délicate, ils acceptaient une clause de occupation temporaire, un accord juridique me permettant de rester dans la maison pendant 30 jours supplémentaires après la signature de la vente, moyennant une indemnité raisonnable. Afin que je puisse trouver un nouvel appartement et faire mes cartons sans me presser. C'était un miracle absolu. La somme que je récupérais après remboursement du prêt était considérable. Elle me permettait d'effacer mes dettes et de placer une somme confortable à 6 chiffres de côté sur mon compte en banque. Je me suis assis dans ma cuisine, les yeux fixés sur le contrat numérique sur mon ordinateur, et j'ai signé les documents d'acceptation préliminaire d'une main tremblante. Un poids immense s'est envolé de ma poitrine, si lourd que j'ai eu l'impression de pouvoir enfin respirer pour la première fois depuis des mois. Je perdais ma maison, certes, mais je gagnais ma liberté. Je reprenais ma vie en main. J'ai pris la décision délibérée de ne parler de cette vente à personne dans ma famille. La transaction avançait très vite, mais tous les professionnels de l'immobilier savent qu'une vente peut échouer au dernier moment pour un simple détail technique. De plus, je n'avais tout simplement pas l'énergie de gérer les réactions théâtrales de ma mère ou les conseils financiers dépassés de mon père. Je voulais que cette victoire, cette transition difficile mais nécessaire, n'appartienne qu'à moi. Mais à mesure que la date de la signature approchait, le comportement de ma famille est devenu étrange et déroutant. Cela a commencé par une augmentation soudaine et inhabituelle des appels téléphoniques. Mon père, qui m'envoyait d'ordinaire seulement des SMS pour se plaindre de l'équipe de football de Chicago ou me demandait si j'avais regardé un tournoi de golf, m'a appelé 3 fois en une seule semaine. Chaque conversation restait floue et bizarrement indiscrète. Il me posait des questions sur mes horaires de travail, le temps que je passais au bureau, la fréquence de mes déplacements pour mes clients, puis il coupait court en disant « Nous avons des sujets familiaux très importants à aborder ce dimanche. Sois bien à l'heure pour le dîner. Ne sois pas en retard, Bradley. » Ensuite sont venus les messages de Nolan. « Mon frère,
qui ne me contactait généralement que lorsqu'il avait besoin de m'emprunter ma camionnette pour déménager un canapé ou de me demander 50 $, s'est soudainement intéressé aux détails pratiques de ma maison. « Salut frangin », m'a-t-il écrit un mardi après-midi alors que j'étais en réunion. « C'est quoi ton fournisseur internet là-bas ? Le débit montant est assez bon pour les jeux en ligne et le streaming. » J'ai froncé les sourcils devant mon écran sous la table de réunion, répondant que j'avais la fibre et lui demandant pourquoi il s'intéressait à ma connexion internet. « Juste par curiosité », a-t-il répondu aussitôt, avec un emoji souriant. « Au fait, quelles sont les dimensions exactes de ton bureau ? Est-ce qu'un grand lit y tiendrait sans bloquer le placard ? » Des signaux d'alarme ont commencé à résonner dans mon esprit. Mon bureau à la maison était strictement réservé au travail. Il contenait mon grand bureau en chêne, mes armoires de classement et mes dossiers clients. Je lui ai répondu qu'un lit n'y tiendrait pas du tout et j'ai rapidement changé de sujet, lui disant que je devais retourner travailler. J'ai essayé de me dire que c'était juste Nolan, fidèle à lui-même, ignorant les limites élémentaires. Mais la dernière pièce du puzzle s'est mise en place le jeudi après-midi, 2 jours seulement avant la date prévue pour me rendre chez le notaire et signer les documents de vente définitifs. J'ai croisé Marcus dans un café bondé du centre-ville. Marcus était un ami d'université, quelqu'un qui fréquentait encore Nolan de temps à autre pour regarder des matchs. « Salut mec, désolé pour ta nouvelle colocation », a dit Marcus en prenant une gorgée de son café. « Mais c'est bien de ta part d'aider Nolan. Il m'a raconté hier soir autour d'une bière qu'il s'installait dans ta chambre d'amis la semaine prochaine. » Je me suis figé. Le bruit de fond du café, les machines à expresso, les discussions des clients, tout s'est estompé pour laisser place à un bourdonnement sourd. Mon sang n'a fait qu'un tour. « Pardon ? S'installer chez moi. De quoi tu parles, Marcus ? Ben oui. » Marcus a semblé troublé, son sourire s'effaçant en voyant ma surprise évidente. « Il a dit que tes parents avaient tout arrangé avec toi. Il m'a même montré un plan de la pièce qu'il avait dessiné sur une serviette en papier au bar. Il s'est vanté toute la soirée qu'il allait s'approprier ton bureau parce que c'est la pièce la mieux éclairée pour ses sessions de jeu. Il ne t'en a pas parlé ? » Une lucidité froide et implacable m'a envahi, partant de ma poitrine pour se propager jusqu'au bout de mes doigts. Les appels mystérieux de mon père, les messages de Nolan sur les dimensions des pièces et la connexion Internet, les discours larmoyants de ma mère sur les sacrifices familiaux. Ils ne s'apprêtaient pas à me demander un service. Ils avaient tenu un conseil de famille sans moi, décidé de l'attribution de mes pièces et décrété unilatéralement que ma maison serait le logement gratuit de leur fils préféré. Ils comptaient me mettre au pied du mur lors du dîner de dimanche. Je voyais déjà tout leur scénario. Ils allaient me coincer devant le repas et le champagne coûteux, utilisant la culpabilité, le chantage affectif et la pression du devoir familial pour me forcer à accepter. Ils partaient du principe que je finirais par céder, parce que j'avais toujours été le fils responsable, celui qui réparait les pots cassés après les échecs de Nolan pour que la famille puisse continuer à faire semblant que tout allait bien. J'ai remercié Marcus d'un ton qui m'a paru lointain, je suis sorti du café, je me suis installé dans ma voiture et je suis resté assis sans bouger pendant un long moment. Je ne ressentais pas de colère. Le temps de la colère était passé depuis bien longtemps. Je ressentais un calme glacial et absolu. J'ai compris à cet instant que ma famille ne me considérait pas comme un fils, un frère ou un être humain ayant sa propre vie. Ils me considéraient comme une ressource, un élément à exploiter au profit de Nolan. Le lendemain après-midi, vendredi, sous un ciel dégagé, je me suis rendu au cabinet de courtage immobilier. Oliver et Fiona Harding étaient déjà là, assis sur un canapé en cuir, rayonnant de joie. Je me suis installé autour de la table de conférence en acajou, j'ai pris le stylo que le clerc m'a tendu et j'ai signé mon nom sur les différents documents requis. Le notaire a apposé son sceau, le transfert de fonds a été confirmé par la banque et l'acte de vente a été officiellement enregistré. J'ai remis un double des clés à Oliver, je lui ai serré la main, j'ai félicité le jeune couple pour l'acquisition de leur maison et je suis sorti du bâtiment. En arrivant sur le trottoir, mon téléphone a vibré pour m'indiquer une notification bancaire. J'ai ouvert l'application et j'ai regardé l'écran. Un solde confortable à 6 chiffres s'affichait. Je n'avais plus la moindre dette. De plus, j'avais déjà signé le bail d'un appartement de style industriel en centre-ville, disponible dans 3 semaines. Ma situation était idéale, j'étais intouchable. Je suis retourné en voiture dans cette maison qui ne m'appartenait plus légalement, je suis entré dans la cuisine, j'ai regardé le calendrier mural et j'ai entouré le dimanche d'un feutre rouge.
Ils pensaient venir à ce dîner pour mener à bien leur manipulation. Ils pensaient m'avoir acculé. Ils ne se doutaient pas qu'ils allaient au-devant d'une immense désillusion. J'ai glissé la pile de documents de vente dans ma sacoche et j'ai attendu que la tempête éclate. Le trajet vers la maison de mes parents ce dimanche soir-là a pris des allures de voyage hors du temps. Le ciel au-dessus de la banlieue de Chicago était d'un violet sombre et pesant, annonçant un orage de fin d'été. Mes pneus crissaient sur le bitume familier des rues de mon enfance. Toutes les maisons semblaient identiques à ce qu'elles étaient 20 ans plus tôt, les pelouses bien tondues, les grands garages pour 2 voitures, les paniers de basket installés dans les allées et les panneaux de surveillance du quartier. C'était l'image même de la perfection banlieusarde. Une façade soignée et coûteuse qui dissimulait les dysfonctionnements à l'œuvre derrière les portes d'entrée en chaîne. Pendant des années, toute ma vie avait tourné autour du besoin d'obtenir l'approbation des personnes vivant dans l'une de ces maisons. J'avais désespérément voulu avoir ma place à leur table, être respecté comme un égal, et non simplement toléré comme le fils serviable sur qui l'on pouvait compter pour résoudre un problème informatique ou prêter quelques centaines de dollars. Mais ce jour-là, avec l'enveloppe posée sur le siège passager à côté de moi, je ne ressentais qu'un détachement froid et méthodique. Je me suis garé dans leur grande allée pavée à 17 heures précises. Je n'avais pas une minute d'avance, pas une minute de retard. J'ai pris ma sacoche en cuir, verrouillé ma voiture et remonté l'allée en béton. Avant même que je ne pose le doigt sur la sonnette lumineuse, j'entendais le son feutré du disque de jazz préféré de ma mère. Tout était mis en scène pour installer une fausse atmosphère de chaleur, de nostalgie et de sécurité familiale. Mon père, Richard, a ouvert la porte avant même que je ne sonne. C'était un homme très attaché aux signes extérieurs de réussite et à l'autorité de la famille traditionnelle. Il portait un polo bleu marine de marqué des mocassins italiens d'importation, m'accueillant d'une tape amicale et exagérée sur l'épaule qui semblait tout à fait répétée. Sa poignée de main était un peu trop ferme, son sourire un peu trop large. Il m'a conduit dans le salon d'apparat où flottait l'odeur riche du rôti de bœuf, de l'ail et du romarin. Ma mère, Brenda, est sortie aussitôt de la cuisine. Elle portait un tablier à fleurs sur sa jolie robe du dimanche, s'essuyant les mains sur un torchon propre. Elle s'est empressée de me serrer dans ses bras, une étreinte qui a duré une seconde de trop, son regard parcourant mon visage comme pour y déceler une faiblesse ou vérifier si j'étais bien disposé. Elle m'a mené vers la salle à manger. Et c'est à cet instant précis que j'ai vu la mise en place matérielle du piège. Elle avait sorti la belle vaisselle en porcelaine aux liserés dorés, les couverts en argent poli, et le champagne millésimé refroidissait dans un seau en argent sur le buffet en acajou. C'était une véritable production théâtrale dont je devais être la victime sacrifiée sur scène. Nous avons échangé des banalités pendant 25 minutes en attendant l'invité d'honneur. Mon père, installé dans son fauteuil avec un verre de scotch, a commencé à poser des questions vagues mais indiscrètes sur le marché immobilier. Il s'est renseigné avec insistance sur la structure de mes commissions, demandant si les récentes variations des taux d'intérêt allaient influer sur mes revenus pour le trimestre à venir. Il m'a demandé si je cotisais suffisamment pour ma retraite, masquant son interrogatoire sous une apparence de bienveillance paternelle. Je lui ai fait des réponses évasives, observant ses yeux se plisser tandis qu'il tentait d'évaluer ma situation financière. Il est ensuite passé à un long discours ennuyeux sur l'importance de se constituer un patrimoine, sur la façon dont l'économie moderne pénalisait ceux qui ne disposaient pas d'un filet de sécurité familiale, et sur le fait que le plus grand trésor d'une famille était sa cohésion. Chaque mot qui sortait de sa bouche était destiné à préparer le terrain pour la confrontation à venir. C'est alors que la porte d'entrée s'est ouverte avec fracas et que Nolan a fait son apparition. Il ne s'est pas excusé de son retard. Il n'a donné aucun motif. Il est entré d'un pas tranquille, portant une chemise boutonnée neuve qui semblait sortir tout juste de son emballage, abandonnant pour une fois ses jeans troués et ses t-shirts de groupe de musique. Il tenait une bouteille de vin bon marché par le goulot comme s'il s'agissait d'un présent de grande valeur. Mes parents se sont immédiatement précipités vers lui comme s'il s'agissait d'un héros de retour de guerre. Ma mère s'est empressée de prendre son manteau, le félicitant pour sa tenue élégante et professionnelle. Mon père a pris le vin de piètre qualité comme si Nolan venait de lui remettre les clés d'un nouvel immeuble, en lui tapotant le dos. Nous sommes passés dans la salle à manger et nous nous sommes installés. Ils ont placé Nolan en bout de table, la place d'honneur que mon père ne m'avait jamais laissée de ma vie d'adulte. Je me suis assis à ma place habituelle sur le côté, observant silencieusement cette démonstration de manipulation psychologique se dérouler sous mes yeux. Tandis que nous nous passions les plats en céramique contenant la purée et les haricots verts, la teneur des discussions a changé du tout au tout.
Il ne s'agissait plus d'économie générale ou de sport. C'était devenu un interrogatoire ciblé et coordonné sur mon mode de vie et mes biens. Ma mère a coupé un morceau de pomme de terre, l'a mâché délicatement et m'a regardé de l'autre côté de la table avec un air de sollicitude feinte. Elle s'est mise à parler de ma maison, répétant qu'elle devait me sembler bien grande et vide à la nuit tombée. Elle a employé des mots comme « raisonné »,« vide »,« isolé » et « lourd à gérer ». Elle m'a demandé, d'un ton plein d'une fausse sympathie, combien de fois par semaine je mettais les pieds dans les chambres d'amis. Elle m'a demandé si je ne me sentais pas angoissé à l'idée de vivre seul dans une si grande bâtisse, faisant abstraction du fait que j'y vivais en toute sécurité et avec bonheur depuis 2 ans. Nolan est intervenu, mangeant la bouche ouverte, le regard brillant d'une convoitise indiscrète, pour évoquer ses propres difficultés de logement. Il s'est présenté en victime malheureuse d'un propriétaire bailleur impitoyable, passant sous silence ses soirées bruyantes en semaine, son mépris des règles de la copropriété et ses retards de loyer répétés parce qu'il préférait s'acheter un nouvel ordinateur de jeu. Il a dressé le portrait d'un jeune créatif incompris mis à la rue par la cupidité d'un système injuste. Mon père hochait la tête d'un air grave, tapotant sa fourchette en argent contre son assiette. Il s'est lancé dans un discours pesant sur le devoir familial et l'obligation morale. Me fixant du regard, il a affirmé que la vraie richesse ne se mesurait pas aux biens immobiliers, aux portefeuilles d'actions ou aux salaires élevés, mais aux personnes qui vous soutiennent quand le reste du monde vous tourne le dos. Il a ajouté que les liens fraternels constituaient un engagement sacré et qu'en cas de crise, le plus fort devait abriter et soutenir le plus faible. C'était un discours soigné, mais totalement déconnecté de la réalité. Il posait les fondations morales de leur piège autour de ce rôti de bœuf, m'enfermant dans une culpabilité si forte qu'il me pensait incapable de refuser. Je suis resté assis là, coupant ma viande, dînant et hochant la tête poliment. Je n'ai pas cherché à contredire leurs propos. Je n'ai pas cherché à défendre ma maison ou mon indépendance. Je les ai simplement laissés s'enfoncer un peu plus. J'ai regardé ma mère servir la sauce, j'ai observé mon père consulter sa montre de luxe et j'ai vu Nolan trépigner d'impatience sur sa chaise. Ils étaient tellement sur deux. Ils s'imaginaient que parce que j'avais toujours suivi les règles, payé mes factures et recherché leur considération, j'allais simplement courber l'échine, accepter cette charge financière et leur remettre les clés de chez moi. Les assiettes ont enfin été débarrassées. Ma mère est sortie fièrement de la cuisine avec une grande tarte aux pommes maison encore fumante, qu'elle a posée au centre de la table. L'atmosphère a changé instantanément. Les discussions légères ont cessé, remplacées par une attente palpable. C'était le moment décisif de leur mise en scène. Mon père a jeté un regard appuyé à Nolan, le signal qu'il était temps de passer à l'action et de réclamer ce qu'il voulait. Nolan s'est levé de sa chaise en bout de table. Il a ajusté sa chemise neuve, se comportant comme un dirigeant s'apprêtant à annoncer une fusion d'entreprises d'importance. Il a sorti la bouteille de champagne du seau en argent et a retiré le bouchon dans un bruit sec qui a résonné dans la pièce silencieuse. Il a versé le breuvage doré dans les 4 flûtes en cristal que ma mère avait disposées 1 heure auparavant. Il a tendu un verre à ma mère, en a glissé un vers mon père et a enfin poussé le dernier vers moi sur la table en acajou. Nolan a levé son verre. Le sourire suffisant qu'il arborait à cet instant reste gravé dans ma mémoire. Il ne s'apprêtait pas à me demander un service entre frères. Il venait réclamer un dû qu'il pensait mériter par sa simple existence. Il a regardé autour de la table, savourant les regards fiers et complices de nos parents, puis il a ancré ses yeux dans les miens. Le piège s'est refermé, et il s'attendait à me voir me débattre. Comme vous le savez, j'ai dû faire face à des conditions de logement très difficiles et injustes, a commencé Nolan d'un ton d'une fausse humilité agaçante. Mon propriétaire est un véritable tyran, et le marché locatif actuel est impossible pour quelqu'un qui essaie de bâtir sa carrière en partant de rien. J'étais très inquiet, je ne dormais plus en me demandant où j'irais à la fin de mon bail. Il a marqué une pause théâtrale, faisant tourner le champagne dans sa flûte. Mes parents le couvaient du regard, rayonnant d'orgueil. Mais à quelque chose malheur est bon, a poursuivi Nolan, son sourire s'élargissant. Maman, papa et moi avons discuté toute la semaine. Nous avons étudié tous les aspects pratiques, passé en revue toutes les options et trouvé la solution idéale pour tout le monde. Samedi prochain, j'emménage chez toi, Bradley. Juste le temps de me stabiliser, bien sûr. Maman m'a fait remarquer que ton bureau bénéficie de la meilleure lumière naturelle pour mes sessions de jeu et de streaming. Je vais donc prendre cette pièce et y installer mes affaires à la place de ton bureau. Et puis,
Je pourrais t'aider à tondre la pelouse de temps en temps pour participer aux frais de nourriture et d'électricité. Il a levé son verre plus haut. À la famille, à la solidarité dans l'épreuve. Mon père a levé fièrement son verre à son tour. Ma mère a fait de même, les larmes aux yeux devant cette démonstration d'unité fraternelle imposée. À la famille, ont-ils répété en chœur. Ils se sont tous tournés vers moi, attendant que je lève mon verre et que j'accepte leur décision. Le silence s'est prolongé pendant 5 secondes, puis 10 secondes. Leurs sourires confiants ont commencé à se figer à mesure que mon refus muet s'installait dans la pièce. Je n'ai pas touché à mon verre de champagne. Je ne l'ai même pas regardé. Je me suis penché calmement pour ramasser ma sacoche en cuir posée au sol, que j'ai placée au centre de la table, juste à côté de la tarte aux pommes de ma mère. J'ai ouvert la fermeture éclair, et le bruit métallique a rompu le silence pesant. J'ai glissé ma main à l'intérieur pour en sortir l'enveloppe Kraft, j'ai ouvert la tâche parisienne et j'ai sorti l'acte de vente définitif signé, les instructions de séquestrer la copie certifiée du transfert de propriété. J'ai posé ma main à plat sur la liasse de documents officiels et je les ai fait glisser sur la table en acajou jusqu'à ce qu'ils effleurent le pied de la flûte en cristal de Nolan. C'est un projet très ingénieux et très détaillé, Nolan, ai-je dit d'une voix calme, sans aucune colère ni crainte. Il présente simplement un problème logistique majeur et insurmontable. Ma mère a reposé lentement son verre, les sourcils froncés. Que veux-tu dire, Bradley? Quels sont ces papiers que tu viens de poser sur la table? Je me suis adossé à ma chaise, croisant les bras, et je l'ai regardé droit dans les yeux. J'ai vendu la maison. J'ai signé les documents de vente définitifs hier après-midi chez le notaire. Le virement des acquéreurs est déjà arrivé sur mon compte bancaire. Les nouveaux propriétaires, un jeune couple très agréable qui attend un bébé, prennent possession des lieux dans 30 jours exactement. Je ne suis actuellement qu'un occupant temporaire, leur louant la maison pour un mois le temps de faire mes cartons. Donc, à moins que vous ne prévoyiez de vous introduire par effraction chez de parfaits inconnus et de risquer des poursuites pénales, tu n'emménageras pas dans ma chambre d'amis, ni dans mon bureau, ni nulle part dans cette maison. La réaction a été immédiate et violente. C'était comme si je venais de faire sauter une bombe au milieu de leur salle à manger soignée. Ma mère a poussé un cri de surprise étouffé, portant la main à sa poitrine comme si elle faisait un malaise. La flûte en cristal a glissé de ses doigts tremblants, se renversant et répandant le champagne sur sa nappe en lin blanc, qui s'est rapidement imbibé du liquide doré. Le visage de mon père est passé d'un rose détendu à un violet de colère en l'espace de quelques secondes. Il s'est emparé des documents sur la table, ajustant précipitamment ses lunettes de lecture sur son nez. Ses yeux ont parcouru nerveusement les pages, lisant le jargon juridique, les sceaux notariaux, les numéros de dossier et les signatures finales. Il cherchait désespérément une faille, une signature manquante, une erreur qui lui permettrait de dire que je mentais. Nolan est resté pétrifié. Son sourire suffisant s'est effacé instantanément, remplacé par une expression de stupéfaction et de terreur. Sa bouche est restée ouverte. Il fixait les papiers que mon père tenait entre ses mains tremblantes, puis il a tourné lentement la tête vers moi, le regard empli de panique et d'incompréhension. Tu l'as vendu, a bafouillé Nolan, perdant toute son assurance. Sans en parler à personne, sans consulter la famille. Tu es devenu complètement fou. Je ne savais pas que je devais organiser un conseil d'administration et consulter la famille pour céder mes propres biens immobiliers, ai-je répliqué froidement en me penchant en avant. Tu as fait ça exprès, a hurlé Nolan en frappant la table du poing si fort que la vaisselle a tremblé et que les couverts ont sursauté. Son visage était déformé par la rage. Tu as appris par Marcus que j'avais besoin d'un logement, et tu as vendu ta maison par pure méchanceté pour me nuire. Tu as préféré vendre ton bien à des inconnus plutôt que d'aider ton propre frère à garder un toit sur la tête. Ne te flatte pas, Nolan, ai-je rétorqué, laissant poindre un peu d'amertume derrière mon calme apparent. Le monde ne tourne pas autour de toi. Je ne prends pas des décisions immobilières d'une telle importance en fonction de ton incapacité à payer un loyer. J'ai vendu ma maison pour sauver ma situation financière et assurer mon avenir. Que cette décision vienne réduire à néant tes projets de profiter gratuitement de mon travail durant les 5 prochaines années n'est qu'une coïncidence amusante. Mon père a rejeté les documents sur la nappe humide. Bradley, c'est un comportement tout à fait inacceptable. C'est un contrat de vente finalisé, certes, mais il doit y avoir un moyen de l'annuler. Tu dois appeler ton avocat dès demain matin. Tu dois dire aux acheteurs que tu as fait une grave erreur, leur restituer leur dépôt de garantie, leur proposer un dédommagement,
payez ce qu'il faut pour annuler le contrat. Tu ne peux pas laisser ton propre frère à la rue. Je l'ai dévisagé, outré par son déni total de la réalité et des lois. Tu as perdu la tête? Tu me demandes de rompre délibérément un contrat de vente officiel, de m'exposer à des poursuites judiciaires majeures qui me feraient perdre ma licence d'agent immobilier, me ruineraient et détruiraient ma carrière. Tout cela pour que Nolan ait une chambre gratuite pour jouer aux jeux vidéo? C'est non. Absolument et catégoriquement non. Nous allons t'aider pour les frais de plomberie. S'est écriée ma mère en larmes, cherchant désespérément une issue pour sauver leur projet. Nous allons te faire un chèque de $7 000 immédiatement. Garde la maison, Bradley, s'il te plaît, nous allons trouver une solution. Je me suis levé, ma chaise reculant bruyamment sur le parquet. Posant mon regard sur eux trois, le ressentiment accumulé pendant des années, les inégalités de traitement flagrantes et la fatigue d'avoir toujours été le fils sur qui tout reposait ont fini par déborder. Vous allez payer les $7 000, ai-je demandé, ma voix montant d'un ton, vibrante d'une colère ancienne. Où était cet argent quand j'avais 18 ans? Quand je faisais les gardes de nuit dans un restaurant routier, à récurer des toilettes pour me payer mes livres de cours? Pendant ce temps, vous payiez des études complètes à Nolan qu'il a lamentablement raté. Où était ce fameux filet de sécurité familiale quand je croulais sous les prêts étudiants en mangeant des nouilles instantanées, tandis que vous remboursiez les dettes de carte de crédit de Nolan pour qu'il s'offre des festivals de musique? Vous lui avez acheté une voiture neuve quand il a détruit la sienne. Vous avez payé son loyer quand il s'est fait renvoyer pour incompétence. Vous avez encouragé son irresponsabilité pendant 10 ans, et aujourd'hui, vous voulez racheter ma maison pour qu'il s'y installe sans rien faire? Nous essayons de le protéger, a sangloté ma mère en cachant son visage dans ses mains. Il est sensible, il rencontre des difficultés dans la vie que tu ne comprends pas. Tu as toujours été si débrouillard. Vous ne l'avez pas protégé, ai-je répliqué en désignant Nolan du doigt, lequel s'enfonçait dans sa chaise, effrayé par ma réaction. Vous l'avez rendu dépendant. Vous l'avez rendu incapable de se comporter en adulte. Vous en avez fait un enfant de 30 ans qui s'imagine pouvoir exiger les clés d'une maison pour laquelle j'ai travaillé dur pendant 8 ans. J'ai construit ma vie à partir de rien, sans aucune aide financière, sans fonds d'études et sans héritage de cette famille. C'est ma maison, ce sont mes règles et c'est mon argent. Vous vouliez décider à ma place pour mon bien immobilier, j'ai décidé seul pour mon avenir. Le virement bancaire est effectué, et je m'installe dans un 2 pièces en centre-ville le mois prochain. Il n'y a pas de chambre d'amis, pas de bureau disponible, et c'est la fin de la gratuité. J'ai repris l'enveloppe Kraft sur la table, replaçant les papiers humides dans ma sacoche avant de la refermer d'un geste sec. C'est définitivement terminé, je ne serai plus la solution de secours ni le tiroir-caisse pour pallier les échecs de Nolan. Regardant mon père droit dans les yeux, j'ai ajouté, si vous voulez continuer à l'entretenir, c'est votre choix de parent. Installez-le chez vous, donnez-lui votre chambre d'amis, laissez-le vider vos comptes et compromettre votre retraite. Mais ma porte est définitivement fermée. J'ai tourné le dos à leurs cris et à leurs larmes, et j'ai franchi la porte d'entrée sans me retourner. La lourde porte en chêne s'est refermée derrière moi, l'air frais de la nuit a fouetté mon visage, et en remontant l'allée vers ma voiture, pour la première fois de ma vie d'adulte, je me suis senti totalement et merveilleusement libre. Faisons une pause un instant. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici, c'est vraiment formidable de votre part. S'il vous plaît, aidez-moi en aimant la vidéo et en écrivant le chiffre 1 dans les commentaires pour me montrer que vous êtes resté avec moi jusqu'à ce stade. Cela permet non seulement à d'autres personnes de découvrir cette histoire, mais cela me montre aussi que mes expériences ont de l'importance pour quelqu'un. Votre soutien est ma plus belle motivation pour continuer à partager la suite de ce parcours. Les retombées immédiates de cette confrontation ont été incessantes, d'une grande hostilité et tout à fait prévisible. Le lendemain matin, à mon réveil dans ma maison silencieuse, mon téléphone s'était transformé en un bloc vibrant de messages et d'appels incessants. J'avais 14 appels manqués de ma mère, qui me suppliait en larmes sur mes messages vocaux de revenir sur ma décision. J'avais 5 messages furieux de mon père, exigeant d'une voix forte que je réponde au téléphone, que je me comporte en homme et que je répare la situation que j'avais prétendument provoquée. Ma messagerie regorgeait de SMS agressifs et décousus de Nolan, oscillant entre les insultes de colère et les supplications pathétiques. Mais le plus difficile a été de gérer les intermédiaires. Ma famille, réalisant qu'elle n'avait plus d'emprise sur moi, a mobilisé ses proches pour tenter de me culpabiliser. Ma tante Sylvia, la sœur aînée de ma mère, qui vivait de la pension alimentaire de son ex-mari et se nourrissait des potins du quartier,
m'a laissé un message vocal très hostile de 5 minutes. Bradley, je n'arrive pas à croire ce que ta mère vient de me raconter, a-t-elle crié au téléphone d'un ton outré. Tu es un monstre égoïste. Tu fais honte à notre famille. Mettre ton propre frère à la rue pour une question d'argent. Retiens bien mes mots, Bradley, continue comme ça et tu seras définitivement écarté de l'héritage. Ne t'attends pas à être invité pour Thanksgiving, et ne compte pas sur moi pour assister à tes funérailles. Tu finiras tout seul avec ton argent. Je ne lui ai pas répondu. Je n'ai pas cherché à me justifier. J'ai simplement bloqué son numéro, l'écartant définitivement de ma vie. La perspective de perdre un héritage hypothétique ou de manquer un repas de famille pesant m'apparaissait plutôt comme une excellente nouvelle. J'ai versé mon café noir et j'ai continué à faire mes cartons. 3 jours plus tard, j'étais au milieu de mon salon, entouré de cartons empilés à mi-hauteur contre les murs fraîchement peints. J'enveloppais soigneusement mes verres fragiles dans du papier bulle quand on a frappé à ma porte avec une grande violence. Ce n'était pas un coup poli, mais quelqu'un qui cherchait presque à enfoncer la porte. J'ai regardé par le Judas en laiton, c'était Nolan. J'ai déverrouillé la serrure et j'ai ouvert la porte, gardant le pied fermement posé derrière le montant pour l'empêcher de s'introduire de force. Il avait une mine affreuse. Ses yeux étaient injectés de sang, ses cheveux gras et mal coiffés, et il dégageait une odeur de bière tiède, de cigarettes de mauvaise qualité et de détresse absolue. Son arrogance et sa suffisance du dimanche soir avaient disparu, remplacées par une panique évidente. « Qu'est-ce que tu veux, Nolan ?» ai-je demandé d'une voix neutre, sans aucune émotion. Il a poussé la porte, ignorant ma limite, et s'est arrêté sur le seuil, regardant par-dessus mon épaule les nombreux cartons de déménagement qui encombraient le salon. La réalité de la vente immobilière finissait par s'imposer à lui. « Tu l'as vraiment fait ?» a-t-il murmuré d'une voix tremblante, poussant du pied un morceau de ruban adhésif sur le porche. « Tu as tout liquidé. Tu l'as vraiment vendu. » J'ai assuré mon avenir financier, les jeux corrigés fermement. « Tu as exactement 2 minutes pour me dire ce que tu fais chez moi alors que je suis en plein déménagement, avant que je ne te ferme la porte au nez. » Nolan s'est tourné vers moi, les mains jointes dans un geste de supplique. « Cela ressemble à la conséquence logique d'une longue série de mauvais choix, ai-je dit en m'adossant à l'encadrement de la porte, les bras croisés. Ce n'est pas à moi de régler ce problème. Mais tu as récupéré une somme importante grâce à la vente, s'est écrié Nolan, son sentiment de supériorité reprenant le dessus à travers sa panique. Je connais le marché, je sais combien tu as récupéré. Tu as un capital important. J'ai juste besoin d'un prêt. 5 000, 10 000 $ maximum. Juste de quoi payer le dépôt de garantie et les premiers loyers d'un bel appartement en centre-ville, le temps de me stabiliser. Je te rembourserai jusqu'au dernier centime dès que j'aurai un nouveau travail, je te le jure sur ma vie. J'ai eu un rire sans joie. Un prêt ? Tu veux dire un cadeau que je ne reverrai jamais. Tu me demandes une partie de l'argent de ma vente pour t'offrir un appartement de standing que tu es incapable d'assumer, alors que tu n'as même pas de revenus pour payer le 2e mois de loyer. C'est hors de question. Je suis ton frère. A-t-il hurlé, le visage rouge de colère. Tu vas laisser ton propre frère à la rue ? Tu ne seras pas à la rue, Nolan, ai-je répondu en conservant mon calme. Tu as plusieurs options concrètes. Tu peux chercher une colocation pour 500 $ par mois. Tu peux mettre de côté ta fierté, retourner en banlieue et supplier maman et papa de te laisser dormir sur le canapé du sous-sol. Tu peux trouver un emploi de serveur dès ce soir pour gagner de l'argent immédiatement. Voilà tes options. Mais piocher dans mes économies n'en fait pas partie. Il m'a fixé, les poings serrés, la poitrine haletante, comprenant enfin que le tiroir caisse familial était définitivement fermé. Il a marmonné une insulte, a descendu l'allée en criant que j'étais mort pour lui et qu'il ne me pardonnerait jamais. J'ai fermé la porte calmement, verrouillé la serrure et repris l'emballage de mes affaires. J'ai ressenti un léger sentiment de culpabilité, fruit de 30 ans de conditionnement familial, mais il a été rapidement balayé par un immense soulagement. 2 semaines plus tard, le jour du déménagement est arrivé. Les déménageurs professionnels ont vidé la maison en moins de 4 heures. J'ai parcouru les pièces vides une dernière fois, le bruit de mes pas résonnant sur le parquet d'origine. Je me suis arrêté devant la grande fenêtre du salon, repensant à la fuite d'eau, aux traites de la maison et à la trahison de ma famille. J'ai pris une grande inspiration, j'ai franchi le seuil et j'ai verrouillé la porte pour la dernière fois. J'ai retrouvé Oliver et Fiona Harding chez le notaire 1 heure plus tard pour leur remettre les clés.
Fiona rayonnait, posant la main sur son ventre, les larmes aux yeux. Oliver m'a serré chaleureusement la main, me remerciant d'avoir laissé la maison dans un état impeccable. Voir leur bonheur m'a conforté dans ma décision. Cette maison n'était plus une contrainte financière pour moi, elle allait devenir le foyer chaleureux d'une nouvelle famille. Ce soir-là, j'ai dormi sur un matelas gonflable dans mon nouvel appartement de style industriel en centre-ville. L'espace était moderne, épuré et plus petit que mon ancienne maison. Les murs en briques et le sol en béton signifiaient qu'il n'y aurait pas d'entretien fastidieux, pas de travaux de jardinage le week-end, pas de facture de plomberie imprévue de 7 000 $. J'ai regardé mon solde bancaire une dernière fois avant de m'endormir. J'étais libre de dettes, disposais de liquidités et m'étais affranchi des exigences de ma famille. Le véritable problème n'était pas seulement mon frère, c'était l'idée reçue selon laquelle je leur devais ma vie, et cette idée était désormais balayée. 6 mois plus tard, ma vie était métamorphosée. La liberté financière retrouvée grâce à la vente de la maison a donné un élan formidable à ma carrière. Débarrassé de l'angoisse des fins de mois et des traites de la maison, j'avais l'esprit libre et concentré. J'ai mené à bien la transaction immobilière d'envergure pour Victor, le PDG exigeant. La commission perçue sur cette seule affaire a été la plus importante de toute ma carrière. J'ai investi une grande partie de cette somme dans un portefeuille de retraite dynamique, maximisé mes cotisations et placé le reste sur mon compte d'épargne. Je me plaisais beaucoup dans mon appartement en centre-ville. Je m'étais inscrit dans une salle de sport de qualité, je m'offrais des week-ends de randonnée en montagne et je recommençais à faire des rencontres sans avoir à vérifier mes limites de paiement avant de commander au restaurant. J'avais instauré des limites strictes et espacé mes contacts avec mes parents. Je ne répondais plus aux appels impromptus, communiquant uniquement par de courts messages pour les fêtes importantes ou les urgences réelles. Mais le changement le plus surprenant ne s'est pas produit en ville, mais dans notre ancienne banlieue. D'après les nouvelles que Carmen recevait parfois de nos anciennes connaissances d'université, Nolan avait dû se résoudre à appliquer le plan d'urgence que je lui avais décrit sur mon Porsche. N'ayant reçu aucune aide financière de ma part, et mes parents craignant de me perdre définitivement, la dynamique familiale avait changé du tout au tout. Nolan avait dû mettre de côté sa fierté et retourner vivre chez mes parents. Mais cette fois-ci, le traitement de faveur était terminé. Mon père m'a appelé un mardi après-midi. En voyant son nom s'afficher, j'ai hésité avant de répondre. Sa voix semblait fatiguée, vieillie, mais curieusement calme et posée. « Bradley » a-t-il dit, dépouillé de son assurance habituelle. « Je voulais t'appeler pour te dire que tu avais raison sur toute la ligne à notre sujet. Nolan vit avec nous au sous-sol depuis 5 mois. » « Et comment se passe sa vie de château ?» ai-je demandé d'un ton neutre, sans manifester de sympathie. « Ce n'est plus la vie de château » a soupiré mon père. La première semaine, il a organisé une fête au sous-sol avec ses amis pendant que nous dormions. Il a cassé une vitre et taché la moquette. Ta mère a fini par s'énerver. Nous l'avons installé à la table de la cuisine. Nous exigeons de lui un loyer de 500 $ par mois, des corvées hebdomadaires obligatoires et la preuve de ses recherches d'emploi chaque vendredi. Nous lui avons dit en face qu'au moindre manquement, nous mettrions ses affaires dans des sacs poubelles sur le trottoir. J'étais stupéfait. Je me suis assis sur mon canapé, incrédule. Vous avez vraiment fixé des limites. Vous avez tenu bon. Nous le devions, a-t-il admis avec un regret sincère. Te voir partir de cette maison, faire tes cartons et couper les ponts si facilement nous a ouvert les yeux. Nous avons réalisé que nous étions en train de gâcher sa vie en le sauvant systématiquement de ses propres erreurs. Cette discipline stricte, combinée à l'absence soudaine de filet de sécurité financier, a contraint Nolan à se confronter à la réalité. Il a protesté, a crié, a menacé de partir, mais il n'avait nulle part où aller. Le soutien de ses parents avait pris fin et son frère n'était plus là pour l'aider. Finalement, le besoin d'indépendance a pris le dessus sur son oisiveté. Il a accepté un poste de débutant en marketing dans une entreprise de taille moyenne. Il travaillait 50 heures par semaine, prenait les transports en commun et payait son loyer à ses parents en temps et en heure chaque mois. La preuve de ce changement est apparue lors du dîner de Thanksgiving. J'avais accepté de m'y rendre, au volant de ma nouvelle voiture entièrement payée, l'esprit vigilant et mes limites bien définies. L'atmosphère de la maison était différente, pas de vaisselle de fête, pas de champagne onéreux, simplement un repas de famille ordinaire et un peu animé. Nolan semblait fatigué, les cernes sous ses yeux témoignant d'un travail réel. Après le dîner, pendant que mes parents préparaient le café et coupaient la tarte dans la cuisine, Nolan m'a abordé dans le salon.
Je m'attendais à une remarque ironique, une demande d'argent hayeuse ou une critique sur mon appartement. Au lieu de cela, il a sorti son téléphone et a ouvert une application bancaire. « Dis, Brad » a dit Nolan en se frottant la nuque, l'air embarrassé, évitant d'abord mon regard. « Mon entreprise me propose un plan d'épargne retraite avec abondement après mes 90 jours d'essai. Je n'y connais absolument rien. Je dois choisir des fonds indiciels prudents ou des actions à forte croissance? Tu t'y connais mieux que personne en finance. Tu pourrais regarder et m'aider à configurer ça? » Je l'ai dévisagé en silence. Son attitude arrogante avait disparu. L'illusion de l'enfant gâté s'était évanouie pour laisser la place à un homme de 30 ans qui s'efforçait d'apprendre à se prendre en main. Je me suis assis à ses côtés sur le canapé, j'ai pris son téléphone et j'ai passé l'heure suivante à lui expliquer le principe des intérêts composés, de l'abondement de l'employeur et de la planification financière à long terme. Ce fut la conversation la plus sincère, la plus constructive et la plus respectueuse de toute notre vie. Un an après ce dîner mouvementé qui a tout changé, j'ai acheté un nouveau bien immobilier. Ce n'était pas une maison centenaire nécessitant d'importants travaux d'entretien, avec des fondations fragiles et un emprunt lourd. C'était une maison de ville moderne et fonctionnelle de 3 chambres dans un quartier d'avenir très agréable. J'ai versé un apport conséquent de 50% grâce au fonds de ma précédente vente et à mes commissions récentes. Mes charges mensuelles étaient très faibles. J'avais un beau bureau pour moi seul, une terrasse facile à entretenir et une tranquillité d'esprit absolue. En repensant aux tensions, à la trahison et aux difficultés de cette année-là, je réalise que vendre ma maison n'a pas été un échec, mais la plus belle réussite de ma vie. J'ai dû abandonner ce que j'avais construit pour comprendre que la vraie richesse ne se mesure pas à la superficie d'un logement, à la réputation d'une adresse ou à l'approbation de parents qui ne vous considèrent que lorsque vous servez leur projet. La vraie richesse réside dans la sécurité financière, des limites personnelles claires et la certitude que personne ne pourra plus vous contraindre à sacrifier votre propre avenir. J'ai perdu une maison, mais j'ai gagné ma vie. Et ce faisant, en refusant d'alimenter leur complaisance, j'ai contraint ma famille à se confronter à la réalité et à évoluer. Nous ne sommes pas une famille parfaite, et nous ne le serons probablement jamais. Mais le respect qui nous unit aujourd'hui est réel, car il s'est forgé dans la réalité de l'expérience. Avez-vous déjà vécu une situation similaire avec vos proches? Avez-vous déjà dû renoncer à un projet ou à un bien que vous aimiez pour préserver votre équilibre, votre avenir financier et votre vie face à votre entourage? Partagez votre parcours dans les commentaires ci-dessous. Ne laissez jamais personne vous convaincre que vous êtes égoïste parce que vous préservez votre tranquillité. Merci de m'avoir écouté, et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner pour suivre mes prochaines aventures. Restez fort et maintenez vos limites bien établies.